Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Touche à tout. Comme premier invité, en tout cas ceux les habitués de la télévision communautaire, vous allez le reconnaître assez rapidement et assez facilement parce qu'il est passé tout récemment dans l'émission de mon ami Thérèse Sheffield. Et j'ai trouvé son approche tellement intéressante que j'ai décidé de le réinviter. Il va nous parler de comment il voit la région. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est un Européen. Jérémy Détouche, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, moi ça va. Alors, quand je dis que tu es un Européen, toi, tu es arrivé dans la région, bon, tu as vécu à Narbonne, en Exactement, France. exactement. Toute ton enfance, puis ton adolescence, Exactement. puis même au début de ton âge adulte. Oui, Et là, tu es à Thetford depuis 5 ans. exactement. Et j'étais très surpris de t'entendre parler de la région, agréablement surpris de t'entendre parler du potentiel qu'il y avait dans la région. Puis je me disais, hey, ça vient d'un gars qui vient, c'est un regard neuf. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Merci beaucoup. Comment tu vois la région, toi? En tout cas, tu la vois avec un potentiel... Mais effectivement, lors de la dernière interview là, avec Thérèse, je disais que la région, c'est une mine d'or. Certains vont dire c'est des mines d'amiante, mais pour moi, c'est des mines d'or. Donc, on change l'amiante pour de l'or. Exactement. Parce qu'il y a vraiment un gros potentiel dans cette région. Les gens, peut-être, qui habitent ici, ont perdu l'espoir ou se disent quand est-ce que ça va revenir. Mais moi, je suis certain que les belles années des années 80 vont revenir. Comment? Comment? Parce à cause de quoi? Ah, d'accord. Ça, on va y venir. Pourquoi? Parce qu'on fait partie à Thetford, de la région de Thetford en général. Il y a des places au Québec où on a envie de développer les choses. On voit qu'au niveau local, mais les gens sont dynamiques, les entrepreneurs sont dynamiques, cherchent des solutions pour traverser la crise de la pandémie qu'on vit en ce moment. Mais aussi, il y a tout le contexte autour. D'accord, les Thetfordois, les gens de la région de Thetford veulent toujours aller de l'avant et sincèrement, même au niveau entrepreneurial, on le voit. Et en plus, j'ai une vision différente parce que là, on va dire, oui, ben, peut-être qu'on parle des gens de mon âge, puisque je suis quand même un peu plus âgé, j'arrive à 35 ans cette année, mais je suis au cégep, je suis étudiant et président de l'association étudiante au cégep et je vois des jeunes qui ont envie d'aller de l'avant. Je vois des jeunes qui ont toujours des idées novatrices, des jeunes qui s'impliquent. Donc, quels que soient les domaines, je pense que il y a possibilité pour que la région devienne grande parce qu'il y a du potentiel autant économiquement qu'au niveau du personnel. Donc en personnel, je parle physiquement parlant, les jeunes et les moins jeunes. Oui. Alors toi, tu m'as dit que quand tu es arrivé ici au Québec en 2015, tu détenais un brevet de technicien supérieur. Oui. Et maintenant, tu es inscrit pour un diplôme d'études collégiales en gestion du commerce. Exactement. Donc, c'est des branches qui se retouchent. Ça. Exactement. C'est le même type de formation, d'accord? C'est juste que au début, quand je suis arrivé, c'était pas reconnu. Donc j'ai dit, ça fait plusieurs années que je suis sorti du système scolaire. Le mode français est particulier au niveau du commerce. Ça reste du commerce quel que soit l'endroit. Mais ça serait bien d'avoir l'opportunité de découvrir comment se passe le commerce nord-américain. Il y a des notions qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout, c'est réajusté 15 ans à peu près plus tard. Oui. Je t'ai demandé comment tu voyais la région, mais j'aurais peut-être dû commencer par te demander comment ça se fait que tu es ici dans la région depuis 5 ans. Je ne vais pas refaire l'interview que j'ai fait avec Thérèse, mais je suis venu en vacances en 2012. J'ai visité les gros épicentres style Montréal et Québec, et je suis allé aussi en Ontario. Mais par contre, quand je suis venu voir mon ami Clément Gabriel, qui était le coach recruteur du Cégep à l'époque, mais je me suis aperçu que quand il m'a fait faire le tour, qu'il y avait plein de choses ici, plein de choses parce qu'on était proche de la nature. On avait une ville qui était quand même dynamique, mais qui était juste à côté de la nature. Donc ça veut dire que je sors de mon job le soir, je peux très bien aller marcher, je peux aller crapahuter dans la montagne, je peux aller faire du ski le soir, je peux, en ce moment avec le couvre-feu, c'est un peu plus complexe, mais je peux m'aérer l'esprit tout en voulant me développer économiquement. Oui. Et toi, quand tu parles que on est une mine d'or dans la région, et tu parles que le rétablissement des trains, de la voie ferroviaire, pourrait nous apporter beaucoup dans la région. Comment tu vois ça? En Narbonne, en France, nous avons une gare ferroviaire, et c'est une gare ferroviaire qui dessert le sud de la France et qui descend pour aller en Espagne. D'accord? Donc c'est un point stratégique aussi.
C'est très important. Donc, Thetford, quand on prend une carte, pardon, pour éviter les anglicismes, quand on prend une carte, on s'aperçoit qu'il y a une ligne ferroviaire et qui peut descendre jusqu'aux États-Unis, si on veut. Donc, les contraintes environnementales et écologiques sont, il y a beaucoup de camions sur la route, ça pollue, on a des déchets sur la route, et ensuite, ça amène une problématique aussi de problème de personnel. On n'a pas assez de personnel qui sont capables de conduire les trucks et des fois, ça arrive que les livraisons n'arrivent pas à temps. Donc, plus on va aller dans le temps, plus l'optimisation de cette voie ferrée va être importante. Par exemple, Canatal va pouvoir en bénéficier. Des grosses entreprises de ce type-là vont pouvoir en bénéficier pour diminuer les temps de livraison. Ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense. Et les frais de transport. Et les frais de transport, pardon, excuse-moi. Oui. Et tu me parlais aussi du potentiel des résidus d'amiante, mais ça fait longtemps qu'on en parle. La Société de développement économique travaille beaucoup dans ce dossier-là. Il y a même déjà eu ici au Cégep un colloque sur le potentiel des résidus d'amiante. Et un jour, ça va probablement débloquer ça. Est-ce que toi, tu l'as vu, ça? Bon, à un moment donné, quand vous apercevez qu'il y a quelque chose, qu'il y a une terre, cette terre, elle est forcément fertile, mais ça dépend de quel côté on le regarde. D'accord? Quand on se balade dans Thetford, dans l'ancien Saint-Maurice, là, oui. On voit des grands tas de déchets de terre d'amiante, mais il y a forcément quelque chose à faire. Si vous suivez les indices économiques, vous allez pouvoir regarder que certains terrains ont pu être rachetés. Certaines entreprises cherchent de plus en plus des manières de traiter les résidus. Donc, c'est obligé qu'à un moment donné, ces résidus servent à quelque chose. D'accord? C'est vraiment obligé. Et en plus, je ne sais pas si tout le monde connaît Madame Lecourt ici, Madame la députée. Oui. Madame la députée s'investit énormément pour le BAP, qui va permettre en fait d'avoir l'épicentre en fait des recherches à Thetford pour traiter ces résidus d'amiante. Donc c'est vraiment important. C'est quelque chose, quand ça va se déclencher, ça va partir d'un coup et ça va être tellement drastique qu'il va falloir être percutant et être dynamique à ce moment-là. Donc si on ne se prépare pas avant à être dynamique pour prendre quand le train passe, ben ça va être difficile pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance pour rester une région très dynamique et aller de l'avant. Tu parles d'une région dynamique, mais moi j'ai devant moi un gars très dynamique. Merci, et tu me disais, il faut que tu me réserves de l'espace ou du temps pour parler d'un projet que je vais réaliser à la fin du mois de mars. Donc, il nous reste 4 minutes. Là. Parfait. Alors là, tu veux organiser ce qu'on pourrait appeler un événement culinaire. C'est ça. À quelle date et de quelle façon? Et enfin, donne-nous les détails. Parfait. Ça va être quelque chose qui est inédit en région pour nous, parce qu'ici, ça ne s'est jamais passé. C'est le contexte du Covid qui donne ça. En fait, certains connaissent l'ancien restaurant qui s'appelait le Maudit Français, oui, avec le chef Alan Segara. Alan Segara est un de mes amis et il travaille au Corset en ce moment, au Corset à Thetford. Et on avait tous les deux l'idée de développer de la cuisine ensemble. Et là, on a dit, mais dans le contexte du Covid, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller de l'avant et donner du fun aux gens? On va faire les recettes coquettes qui va être animées par Alan et par moi. Et ça fait partie d'un cours en planification d'événements au Cégep. Et on est plusieurs dans ce concept-là. Ça va être quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une boîte d'achat locale où on va voir que des produits de la région. D'accord? On va voir que des produits de la région de Thetford. Et là, en fait, j'annonce ça. Le but, c'est que vous alliez aimer la page Facebook des recettes coquettes. Donc, c'est les recettes coquettes sur Facebook. Ah bon, ok. Alors, Facebook, on écrit les recettes coquettes. Exactement. Okay. Vous écrivez les recettes coquettes en bon français et vous allez voir toute la programmation. Comment ça va être déroulé? On va tout vous expliquer au fur et à mesure et vous allez voir, ça va être un très bel événement. On le fait pour permettre à tous ceux qui veulent le faire avec nous, mais en fait d'apprendre à cuisiner différemment, de passer un bon moment en famille, parce que cette année, le Covid ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, mais ça va vous permettre de réinventer votre cuisine d'une manière très simple et surtout d'avoir du gros fun pendant ce temps. Alors, dans le cadre de la Covid, comme tu disais si bien, donc ça veut dire ça que vous allez préparer des repas ou... En fait,
on va avoir une boîte. À l'intérieur, il va y avoir les ingrédients. Les ingrédients. Il va y avoir les ingrédients locaux. Au maximum, ça va être des produits 100% de notre région. Et Alan va faire la recette avec les gens. Et les gens vont faire au fur et à mesure. Donc, tout le monde va pouvoir apprendre à cuisiner de manière simple. Et en plus, le repas est déjà fait. C'est un 3 services. Ça va être exceptionnel, vous allez voir. On va vraiment avoir un très beau moment en famille. Ça va être parfait. Et les prix, pour l'instant, ne sont pas encore donnés. Pourquoi ? Parce qu'on est à la recherche encore de commanditaires pour aider à faire diminuer le prix pour que la boîte soit plus accessible pour tous. Ah bon, alors, en suivant sur Facebook les recettes coquettes, on devrait, là, parce qu'on doit avoir aiguisé la curiosité des gens, là, il n'y aura pas de problème. Exactement. Ils vont savoir où on s'en va. Exactement. Les recettes coquettes sur Facebook, allez aimer la page et vous allez voir, au fur et à mesure, on va vous donner toutes les informations pour passer un très bon moment en compagnie du chef Alan Segara. Bien, merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. Une bonne personne pour la région, toi. Je ne sais pas si je serai une bonne personne, mais le but, c'est qu'on aille tous ensemble. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Alors, j'avais le plaisir de recevoir quelqu'un de dynamique qui a un regard très particulier sur la région, très encourageant, Jérémy Détouche. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir en deuxième partie la directrice générale de l'émission, de l'organisme qui s'appelle Appui pour les proches aidants. J'ai Audrey Parent. Bonjour Audrey. Appui pour les proches aidants, puis même j'ai le mot des aînés. Tout à fait. Bon, je commence à avoir une bonne idée de ce que vous faites, mais explique-moi exact, qu'est-ce que vous faites, vous autres, l'organisme qu'on appelle l'Appui, je suppose? Oui, tout à fait. Bon, dans le jargon populaire, c'est l'Appui. C'est l'Appui. Donc, l'Appui, c'est une organisation à but non lucratif qui a été financée par le gouvernement du Québec, qui est la famille Chagnon en 2009. Donc, on assure le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit aux proches aidants d'aînés. Donc, depuis 2009, on est en place. Donc, on a aussi des services d'information qui s'appellent le service Info Aidant pour les proches aidants. Tu parles de la famille Chagnon. Oui. Ça, c'est Vidéotron, là? C'est la famille André et Lucie Chagnon. Ah oui, OK. Alors, c'est ça. Puis, ils ont donné de l'argent pour... Oui, ils ont investi, là, je pense que c'est 25% du financement de base pour les 10 ans de contrat là, qui se terminent éventuellement. Là. Mais l'appui, c'est un organisme provincial. Oui, dans chaque région du Québec, il y a un appui. Donc, ça veut dire que dans la région Chaudière-Appalaches, c'est toi qui représente l'organisme ici. Tout à fait. OK. Est-ce que vous avez un point de service à Thetford, différents points de service ailleurs? Ou? En fait, là, dans la mission de l'appui, on finance des services dans les organismes communautaires. Donc oui, on finance des services dans la région de Thetford ou dans d'autres régions de Chaudière-Appalaches. Notre siège social se situe quand même à Vallée-Jonction. Donc, mais il y a toutes sortes d'organisations qui sont financées. Oui, tout à fait. Les voisins de la bâtisse ici oui, sont financés par l'appui aussi en partie. Ah oui. Donc, tu dis que votre siège social est à Vallée-Jonction. Oui. Bon. Tout à l'heure, je vais te demander de quelle façon les gens peuvent vous contacter s'ils sont intéressés à avoir plus de renseignements ou encore adhérer à vos différents programmes. Parce que tu m'as dit que c'était gratuit, hein? Oui, en fait, tous les services qu'on finance sont gratuits là, dans les organisations, mais évidemment, le service Info Aidant que je parlais il y a quelques minutes, c'est une ligne qui est ouverte du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Donc, tous les jours, les proches aidants peuvent communiquer avec cette ligne-là pour connaître les services qui existent sur leur territoire, pour avoir de l'information sur les crédits d'impôt, sur les mesures sanitaires en cours. Bien évidemment, on est dans une crise sanitaire, donc... Bien évidemment, il y a des choses qui méritent d'être clarifiées par moment. Donc, la ligne Info Aidant est là pour ça. Bon, ben alors, en parlant de la ligne, c'est quoi le numéro? La ligne, c'est le 1-855. 1-855. 852. 852. 7784. 7784. Luc va se faire un plaisir de le mettre, là, mais c'est 1-855. 852. 7784. Tout à fait. Et quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, là, les gens peuvent téléphoner à ce numéro-là. Oui.
et vous allez les diriger vers les bonnes personnes ou les bons services. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Le CLSC, on ne sait pas trop comment faire une demande, etc. Donc, le service InfoAidant peut nous aider dans ces démarches-là, entre autres. Là. Mais la première question que j'aurais dû te poser, c'est quoi ça, un proche aidant? Tout à fait, c'est une question qui est légitime. Donc, un proche aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une autre personne qui aurait des incapacités qui sont permanentes ou temporaires, qui a, par exemple, la maladie, une déficience physique, une déficience intellectuelle. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a un lien familial avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des liens simplement d'amitié, un voisin, un ami d'un autre... d'une activité sociale, entre autres. Donc, c'est pas nécessairement réservé là, dans notre titre. Vous avez vu, vous l'avez bien nommé, on est proche aidant d'aînés. Ben oui, je te peux te dire, c'est juste pour les proches aidants pour les aînés? Ou? Les services qu'on finance actuellement, oui. Toutefois, un proche aidant n'est pas limité à être un proche aidant d'aîné. Donc, on peut être parent d'un enfant handicapé. On peut être un enfant qui s'occupe de ses parents qui sont pas nécessairement des aînés. Donc, il y a toutes sortes de proches aidants. OK. Et mardi prochain, c'est une journée importante pour vous autres. Hein? Oui, tout à fait. Mardi, le 16 février. Oui, c'est la journée de l'appui qui va avoir lieu. Comme à chaque année, cette année, on a dû se réinventer avec la version virtuelle. Avec la pandémie, on ne pouvait pas réunir plus de 500 intervenants dans un même local. Donc, on s'est réinventé. Là, la journée de l'appui va avoir comme thème « Proche aidance en temps de crise, résilience et adaptation ». Donc, ça s'adresse aux intervenants du milieu communautaire, mais aussi du milieu de la santé, qui seraient intéressés à discuter sur les divers enjeux touchant les proches aidants en temps de pandémie. Donc, la fin de vie, le deuil, le soutien psychosocial à distance aussi. Comment on fait pour soutenir les proches aidants avec l'ère du numérique, mais des fois, les gens ne sont pas nécessairement à l'aise dans tout ça. Les impacts aussi que la pandémie aura eu sur les proches aidants. Donc, ça va être divers thèmes qui sont abordés là, dans cette journée-là, mardi prochain, de 8h40 à midi. Tu l'as dit, c'était virtuel, mais à partir de quel lien que les gens pourront... est-ce que vous avez un site Facebook? Oui, en fait, les gens peuvent aller sur l'appui.org pour s'inscrire. Appui.org. Oui, c'est un événement qui est complètement gratuit, là, offert par l'appui. Donc, si vous êtes intervenant d'un organisme communautaire, que vous êtes intervenant dans le réseau de la santé, on vous invite à participer à cette journée-là qui va être très intéressante à notre avis. Tu sais, tu dis proche aidant en temps de crise, effectivement. Hein, on est dans une pandémie qui va fêter ses 1 an là, dans quelques semaines. Malheureusement, là. Une fête qu'on ne veut pas fêter. Oui, hein, oui. Mais est-ce que vous autres, là, vous sentez que vos usagers sont vraiment touchés? Je prends juste l'exemple là, des répits. Comment vous faites les répits alors qu'on n'a pas le droit de se regarder puis de se toucher? Puis de, Tout à fait. En fait, les services essentiels qui ont été listés là, par le gouvernement, donc incluent les services de répit. Donc, les organismes qu'on finance pour donner du répit peuvent continuer de se déplacer à domicile, mais bien évidemment, la pandémie va avoir eu de l'impact sur tout le monde, mais les proches aidants aussi. Les proches aidants sont plus craintifs d'avoir des services, sont isolés de par le fait qu'on doit rester chez nous, qu'on doit éviter les contacts sociaux. Donc, il y a du déconditionnement aussi des aînés autour de ça. Quand on n'a pas de contacts sociaux, quand on n'est pas stimulé à domicile, on peut perdre des capacités plus rapidement, ce qu'on appelle le déconditionnement. Donc, oui, sur les services, ça a eu de l'impact, mais sur les proches aidants aussi, on voit beaucoup de détresse en ce moment sur les proches aidants. Puis de la mécompréhension aussi des mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on est proche aidant? Entre autres, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure d'un enfant que sa mère ne demeure pas avec elle, mais qu'elle doit s'occuper d'elle, d'aller la coucher. Après 20 heures, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que comme proche aidant, j'ai le droit de me déplacer? Dans les résidences, il y a eu toutes sortes de mesures aussi. Donc, c'est des questions auxquelles le service InfoAidant que je vous parlais tout à l'heure a dû répondre, a dû vulgariser pour les proches aidants. Là. Oui, on va leur donner le numéro de téléphone tout à l'heure là, pour que les gens soient bien au courant. Puis s'ils ont des questions ou il y a des interrogations, peu importe, ils vont pouvoir... qui n'hésitent pas à appeler. Qui n'hésitent pas à appeler. J'étais surpris tout à l'heure quand je t'ai demandé, dans la région administrative Chaudière-Appalaches, là, qui part de Garde Bay jusqu'à Montmagny en passant par la Beauce, Lotbinière et enfin Lévis et tout ça, là, vous avez combien d'usagers qui sont desservis par nos services? Qui sont ça, oui. Environ par année 4000 proches aidants. 4000 proches aidants. Est-ce que c'est beaucoup, ça?
Je vous Je dirais que pose c'est la pas question, là. Je vous dirais que c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de proches aidants qu'il y a en Chaudière-Appalaches. Selon les statistiques, là, je vous dirais qu'en Chaudière-Appalaches, il y a environ 72 000 proches aidants. 72 000? Exact. Donc, quand on fait le calcul, la proportion du 4 000 desservis par nos services versus le nombre de proches aidants, on se doute bien qu'il y a beaucoup de proches aidants qui sont peut-être épuisés au bout du rouleau, tout seul à domicile sans service. Ce qui fait que c'est super qu'on soit ici aujourd'hui pour pouvoir se parler de la ligne Info Aidant, mais des services aussi qui existent là, dans la communauté là, pour eux. Oui. Et c'est ça. Alors, on va leur donner le numéro de téléphone parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas si je correspond à la définition d'un proche aidant. » Vous autres, vous allez pouvoir mettre le doigt sur le Tout à fait. sur le Il faut i, dire là, qu'il n'y a le pas point. d'attestation non plus Non. pour être proche aidant. On n'a pas besoin d'une cocarde qui dit qu'on Ouais. est proche aidant. Si vous vous occupez de quelqu'un qui est en perte d'autonomie, qui a des difficultés physiques ou intellectuelles, vous êtes proche aidant. Bon, alors on donne le numéro pour la ligne Info Info aidant. Aidant 1-855-852-7784. Puis de toute façon, Luc s'est sûrement fait un plaisir d'inscrire. Là. Je voudrais finir aussi, juste pour vérifier, la ministre Marguerite Blais, Oui, c'est une proche aidante, ou Oui. ça a été une proche elle a aidante. été proche aidante de son Est-ce conjoint. que les mesures qu'elle a mises en place vous aident? C'est le cas de le dire. C'est sûr que pour nous, l'important, c'est que les proches aidants soient reconnus, qu'ils puissent avoir accès aux services. Donc, les mesures qui sont mises en place en ce moment visent tout ça. Donc, indéfiniment, ça vient nous impacter puis impacte les services qu'on donne. Donc, c'est sûr que ça aide ce qu'on fait au quotidien. Bien évidemment, les proches aidants aussi. Oui. Mais là, à cause de la COVID, à cause de la pandémie, vous faites beaucoup de travail, j'imagine, par télétravail? Oui, tout à fait. Depuis le mois de mars, on est en télétravail, notre équipe, là, pour assurer le suivi. Toutefois, ça n'a pas changé nécessairement notre mandat puis nos activités dans le quotidien. C'est sûr qu'on a tourné beaucoup de choses de façon virtuelle, les rencontres et tout ça. La concertation entre les partenaires se fait de façon virtuelle, mais les services se donnent encore à la population parce qu'ils sont jugés comme des services essentiels. Heureusement. Et là, on a découvert le Zoom. Oui! On l'a découvert, on l'a aimé, on l'a détesté. Ah oui, hein, effectivement. Et là, on apprend des nouveaux mots, le présentiel, enfin. Tout à Mais fait. vous autres, vous continuez à assurer vos services, Tout peu à importe. fait. Là. Nos services fonctionnent à 100% en ce moment. Les seuls enjeux qu'on voit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être des fois les proches aidants sont réticents de recevoir quelqu'un chez eux pour avoir du soutien, mais le service est disponible en ce moment. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la directrice générale de l'organisme Appui de Chaudière-Appalaches, Audrey Parent. À la semaine prochaine.